Le changement de paradigme des relations internationales est ce qui échappe et à la fois ce contre quoi lutte désespérément l'ordre néolibéral, ou en tout cas ultralibéral dès lors qu'il entre en guerre. Ça leur échappe car désormais, pour exister au sens hegelien sur la scène internationale, il faut revêtir les vêtements de celui qui a compris l'essence de cette mutation. Pour le dire succinctement, il s'agit d'un principe de santé mentale qui consiste à respecter les différences et les cultures, en particulier en donnant corps au sacro-saint principe de non-ingérence dans l'autodétermination des peuples, et également par extension dans la souveraineté intellectuelle et émotionnelle des personnes. En un mot, ce qu'on appelle la politesse et le respect, l'urbanité. Et ça, ils en sont incapables. Cette jonction holistique qu'on vient de faire entre l'échelle sociale et l'échelle mentale n'est pas que le fait de votre serviteur, mais c'est également un propos qui a été tenu explicitement par le président Poutine. Mais bon, on y avait pensé, et c'est parfaitement logique. Et deuxièmement, l'ordre ultralibéral lutte contre cela, car il ne le comprend pas. Il navigue dans les effets et les conséquences de ce nouvel ordre qui lui échappe. Il ne comprend pas pourquoi ces mensonges habituels n'ont plus d'effet. Ils agissent selon le précepte « si ça ne marche pas, frappe plus fort ». Alors, ils sortent toutes leurs armes d'ingénierie sociale. En faisant ça, ils s'auto-dénoncent sans crainte. Et ils se sentent légitimes à opérer des coups d'État. Ils vont jusqu'à s'impliquer dans la culture et l'éducation, ou plutôt la programmation mentale, l'endoctrinement scientifiquement calculé des futures générations. Et surtout, le signe le plus distinctif de cette situation est qu'ils ne comprennent pas, ne savent pas lire et interpréter les paroles simples qui leur sont répondues. Ils cherchent à en décoder le mensonge alors qu'il n'y en a pas. Le sens simple des choses, telles que « nous nous battons pour que la parole donnée soit respectée », leur apparaît comme un subterfuge. Mais pour faire quoi ? Pour nous dévorer comme un loup-garou ? Ça n'a aucun sens. Et plutôt que d'y voir un cul-de-sac de leur façon de penser, ils s'en servent comme preuve pour accuser leurs ennemis de mentir, puisque ça n'a pas de sens. L'ordre néolibéral fonde sa puissance sur l'ingénierie sociale et la manipulation des masses. C'est-à-dire, pour le dire clairement, en trichant sur le principe de l'offre et la demande, en stimulant artificiellement une demande totalement dégénérée, quitte même à ce qu'elle soit contre-productive ou autodestructrice. En faisant ça, comme le fait remarquer une certaine Natacha Polony qu'on a croisée, et c'est rare qu'on dise les noms propres des gens, mais bon, il relègue, dit-elle, le réalisme à l'extrême droite. Et ça, c'est une remarque super intéressante. Parce qu'on peut plonger pendant une seconde dans le chaudron infernal d'une pensée qui pense insulter son ennemi en lui jetant à la figure le réalisme. L'ordre néolibéral se fonde sur le libéralisme qui a pondu le slogan qui gouverna le monde durant un siècle, selon lequel le capitalisme avait la vertu magique de faire que le monde devienne harmonieux pourvu qu'il respecte une seule et unique règle, celle de l'offre et la demande. Croire cela est cosmologiquement stupide, puisque ce n'est ni une réalité, ni une raison. En un mot commençant, c'est une énorme paresse, parce que si on veut obtenir un effet aussi gigantesque, il faut travailler. Mais ceci a été relégué à un slogan. Et progressivement, il s'est agi de s'efforcer à conserver cette maxime comme guide officiel, et à la fois comme prétexte pour survivre à ces inconvénients. L'ordre néolibéral est celui qui a triché avec les règles afin de conserver cette maxime comme horizon officiel. Un système, c'est des règles du jeu et les joueurs n'ont plus qu'à se débrouiller avec. Ça, c'est la théorie du jeu qui a dominé le système des relations internationales jusqu'ici. Et avec ce terme de l'offre et la demande gouverne et l'offre s'adapte. Le consommateur est roi. Et d'ailleurs, le lien entre l'offre et la demande, et d'autre part la démocratie, est direct puisque le peuple choisit librement son candidat de la même manière. Simplement,
Pour convertir cela en une illusion, il faut tricher avec les règles. En démocratie, en limitant l'offre à des choix équivalents, et dans le commerce, en stimulant la demande. Et c'est là qu'est arrivée l'ère de la publicité, des relations publiques, et au final de l'ingénierie sociale. Il s'est donc agi de tricher avec le système, de le hacker, en modulant soi-même la demande, et en contrôlant l'offre de sorte qu'elle semble y répondre, tout en calculant minutieusement ce qui est offert. Les peuples sont désormais pris dans un étau, puisque le système étant truqué, on choisit la demande pour eux, et on leur propose l'offre qui arrange les affaires des possédants, les détenteurs des moyens de production. C'est au final un véritable esclavage. Et la direction qui est prise est celle de la raréfaction de toute chose, puisque la rareté fait la valeur, et non pas l'abondance, stupidement. Ok, ça c'est une chose, on la pose là. Dans sa configuration actuelle, l'ordre ultra-libéral cherche surtout à déteindre sur les esprits et en même temps trouve un avantage tactique à exposer sincèrement son état d'esprit, sa mentalité. Il s'agit de s'attaquer frontalement à ce qui est moral, logique. Pour eux, il y a longtemps que la morale n'est plus une chose subie, mais une chose qu'ils construisent eux-mêmes. Quant à la logique, c'est un inconvénient dont la berlue, l'hallucination et la psychose savent très bien se démettre. Il y a tout à gagner pour eux à briser, brimer, casser et éroder autant que possible le sens critique et le discernement. Pour ça, même s'il faut injecter directement de la douleur et de la folie avec une seringue, il n'y a aucun problème. Être intrusif, prendre possession des corps et en faire des marionnettes est dans la droite ligne de leur politique. Maintenant, gardons à l'esprit un bel adage qui dit que le capitalisme est optimal uniquement dans le cadre d'une reconstruction d'après-guerre, c'est-à-dire après une large dévastation. Donc on comprend que son but est d'obtenir ce qui le rend optimal. À ce moment-là, après une destruction générale, peu importe les compétences ou les aptitudes, il y a du travail pour tout le monde, y compris si un scientifique doit cirer des chaussures, il le fera avec joie. D'autant plus qu'il aura l'espoir, l'objectif rationnel, que les choses s'améliorent à l'avenir. Sauf si ça fait 3 fois qu'on lui fait le coup. Dans son stade actuel, le capitalisme est arrivé au bout de ses limites. Il est vain de reprocher aux politiciens d'être les pires abrutis que la Terre n'ait jamais portés, et ils le sont, car cela n'arrange rien à la réalité structurelle et à l'étape évolutive qui est celle de l'ensemble de la civilisation confrontée à la décrépitude d'un ordre fondé sur des règles qui est tautologique et autodestructeur, en tout cas pour le dire brièvement. Le Sud global est, lui, le mouvement des non-alignés qui a germé et est devenu la principale force s'opposant à cette décrépitude. Et en effet, tous les pays pauvres du monde sont avides d'expérimenter les 30 glorieuses du capitalisme. Et pour cela, elles ont déployé une stratégie simple et puissante qui consiste à mettre les empires sénescents face à leurs plus horribles manquements, les plus élémentaires et les plus simples, que sont la politesse, l'urbanité. Et oui, il est beaucoup plus agréable de travailler et de négocier des contrats entre des pays pauvres qui sont polis, qui s'entraident et qui grandissent ensemble, que de signer des contrats obscurs sous la contrainte et en essayant de garder un minimum de dignité sous le poids des menaces et des sombres manigances. Ce procédé mafieux marche encore, mais de moins en moins. Ce camp du bien, qui est désigné d'ailleurs comme l'axe du mal par l'Occident collectif, joue simplement sur les promesses non tenues, et en particulier ceux qui sont présents dans le préambule de la Charte des Nations Unies. Et pour l'Occident, ce ne sont là que des prétextes utilisés a posteriori pour justifier n'importe quelle action au hasard, alors que pour le Sud global, ce sont des motivations sincères et des codes de conduite. Il est donc question de confronter la machine occidentale à ses contradictions. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit de les laisser ruminer et tenter n'importe quelle stratégie, en vain, jusqu'à ce qu'ils veulent bien enfin se présenter en homme et parler concrètement. Et ça, on prévoit que ça prendra encore 50 ans. En tout cas, les ressentiments restent forts chez la plupart des pays qui ont été dominés et spoliés. Et surtout, les pays du Sud global se débrouillent très bien entre eux. Ils détournent le regard des pays occidentaux. Et là arrive la troisième partie de cet exposé où on voit une dame avec un accent un petit peu vulgaire, on va dire,
qui vantait les mérites dans un espèce de TikTok reportage assez mal fait, genre je me prends pour un grand journaliste, et donc les mérites des nouveaux péages au Burkina Faso. Nous, il faut dire qu'on a une admiration sans limite pour le capitaine Traoré, qui est un révolutionnaire, digne héritier de Thomas Sankara, Che Guevara, etc. Pourtant, on est désolé de le dire, mais les remarques de cette journaliste étaient un petit peu risibles. Elle disait « Les péages serviront à réparer les routes et à rendre notre pays plus fort ». Le truc, c'est que nous, on a déjà entendu ça il y a 50 ans. Au départ, les routes étaient gratuites. Puis, ils ont instauré des péages de quelques centimes pour entretenir les routes, soi-disant. Puis, le prix a augmenté et au moment où les péages devaient se terminer, parce que c'était prévu de durer que 10 ans à peu près, ils ont été privatisés. Et là, les prix ont explosé. Le but est devenu objectivement de ralentir les transports. Ils ne servent plus à entretenir les routes, mais à sustenter des actionnaires. Et il n'y a aucun doute qu'après le capitaine Traoré, un autre viendra et encore un autre. Et selon la riche et ample tradition politique, les trahisons fuseront. En bref, ce qu'on observe aujourd'hui est un retour du capitalisme à son époque d'avant la dégénérescence mentale qu'il a objectivement et concrètement, parfaitement logiquement suivi de façon déterministe et inévitable. Finalement, c'est ça le grand reset qui était promis. C'est ça le nouvel ordre mondial qui était promis. Et pour le faire, il faut détruire la plus grande masse de monnaie possible. Et ça, ce n'est rien d'autre que le cycle naturel du capitalisme.